Oui, donc j'ai ma période sénégalaise, si je puis dire, des années 2000 sur les Mourides, mais j'ai toujours un œil sur la Côte d'Ivoire, sur ce qui s'y passe, et puis sur ce qui se passe avec le tournant de 2010, de ce qui va s'appeler la crise post-électorale, où il y a 3000 morts, etc. Il y a donc cet affrontement qui va durer 3 mois, entre d'un côté le camp de Gbagbo et le camp d'Alassane Ouattara. Il y avait 2 présidents qui se déclaraient présidents. C'était une chose assez étonnante, hein, quand même, cette histoire-là. Hein. On se souvient, à l'époque, à la télévision, tout ça, en France, on en parlait énormément. Maintenant, tout ça est oublié. Enfin, c'est aussi comment les choses se passent, hein, et s'effacent. Parce que c'était très spectaculaire, cet événement-là. Hein, Et donc, à la suite de ça, on m'a demandé, un de mes collègues qui dirigeait une collection chez Cartala, Jean-Pierre Chrétien, qui avait travaillé, c'est un historien, sur la crise au Rwanda, m'a demandé de faire un livre sur la crise ivoirienne. Et donc, oui, j'avais déjà écrit plusieurs articles, etc. Et en effet, j'avais une vision de la crise ivoirienne un peu globale, si vous voulez, un peu comme un politiste, puisque j'avais suivi depuis longtemps, depuis les prophétismes au fond, hein, depuis les prophétismes, depuis Koudouja Jeannot, depuis aussi mon investissement dans le monde BT, depuis mes liens que j'ai eus avec Gbagbo, etc. Tout ceci m'avait ouvert des portes, en quelque sorte, d'une compréhension de ce qui se passait dans ce pays que peu de gens avaient. Je dis ça immodestement, mais qui était lié aussi à toute cette lecture aussi historique, hein, qui remontait à loin de cette affaire. Alors, outre qu'on m'avait demandé, bien sûr, d'intervenir dans différents médias, mais là, il y avait au moins un bouquin où je pouvais développer toute cette affaire. Donc, ce que j'ai fait dans ce livre, où je donne les clés, des clés qui ne sont pas seulement des clés dans la crise sur elle-même, mais comment la crise vient de loin, si vous voulez, comment elle s'enracine dans une histoire plus longue. Et donc je renoue avec l'histoire BT, si vous voulez, puisque, en effet, il y a eu là une espèce de une disqualification qui a fait qu'à un moment donné, opportunément, Gbagbo, qui a été lui-même l'héritier d'autres contestataires d'Houphouët avant lui, parce que Gbagbo avait été lui-même l'héritier d'autres contestataires avant lui, et Gbagbo, quand il avait au pouvoir, au fond, au début, même j'ai dit ça dans des interviews, je disais ça avait un sens qu'il soit au pouvoir. Je disais, il aurait pu utiliser ce sens à bon escient simplement, mais ça avait un sens parce qu'en effet, c'est une partie de ce pays, c'était pas seulement le pays BT, c'était l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui avait été mis à l'écart, à la fois par le pouvoir colonial et par Houphouët, donc, qui trouvait une place centrale en étant au pouvoir. Mais à celui qui a le pouvoir de gérer les choses de telle façon à ce que ça ne soit pas la revanche, que ça soit autre chose, etc. Bon. Donc je disais, j'ai plus souvent dit que ça avait un sens. Et donc j'ai inscrit dans mon livre, donc j'explique comment tout ça a pris forme, la crise de 1970, la répression du peuple BT, la crise de 82 où Gbagbo est obligé de s'exiler en France, etc. Enfin bref, je remonte, etc. Puis il y a tout ce contexte du café-cacao, de cette économie de plantation qui est quand même un sujet très important, et surtout un sujet très important de ce pays, c'est l'immigration. Parce que s'il y a un pays, comme je l'ai souvent dit, qui ressemble à la France, c'est la Côte d'Ivoire, indépendamment du fait que c'est la France qui a colonisé ce pays. C'est-à-dire que, comme la France
pour connaître son développement à la fin du 19e siècle, début 20e, la France a eu recours à des immigrés européens, hein, italiens, espagnols, polonais, etc. Eh bien, la Côte d'Ivoire a fait pareil, je veux dire, avec voltaïques, maliens, etc. Alors, le pouvoir colonial l'a organisé, déjà en son temps, pour le café et cacao, donc pour ce qui était la Côte d'Ivoire utile et riche, si vous voulez. On faisait de la plantation, donc il y avait besoin de main-d'œuvre, et aussi besoin de planteurs. Et donc, quelquefois, les étrangers sont devenus eux-mêmes planteurs. Et eux-mêmes ont eu besoin de main-d'œuvre. Donc, et puis, comme le pays s'est développé aussi, il y avait besoin de main-d'œuvre pour travailler au port, pour travailler. Etc. Donc, ce pays est devenu un pays d'immigration, un des rares pays africains d'immigration. Il y a peu de pays d'immigration en Afrique, à part l'Afrique du Sud. Mais vous voyez les problèmes que ça a posé en Afrique du Sud. Hein. Donc, c'est un pays d'immigration. Et là, longtemps, c'est un pays cosmopolite. C'est un pays, de ce point de vue-là, il y a un côté sympa de la Côte d'Ivoire, Abidjan en particulier, est une ville où on parle toutes les langues, où c'est animé par plein de gens venant à la fois de toute la Côte d'Ivoire, mais venant des pays à côté. Donc c'est un pays, et les pays à côté vantaient la Côte d'Ivoire comme presque leur pays. Bon. Aussi. Oufouette était pour ça. Oufouette voulait faire de la Côte d'Ivoire un pays cosmopolite. Il était pour ça, donc il a facilité ça, Houphouët-Boigny. Hein, donc j'explique ça. Et puis jusqu'au moment où, d'abord il y a des problèmes, il y a une crise économique, donc chômage, problèmes fonciers aussi, etc. Donc du coup il commence à y avoir des contestations de la présence immigrée en Côte d'Ivoire. Le Pen a eu un succès en Côte d'Ivoire très important, indirectement, si vous voulez. J'entendais des Ivoiriens me disant on aurait bien besoin d'un Le Pen ici. Vous voyez, dans les années 90, j'entendais ça. Vous voyez ce que donc il était allé en Côte d'Ivoire, le Pen d'ailleurs. Il avait fait une tournée africaine aussi. Donc, vous voyez, c'est un pays d'immigration. Donc, à un moment donné, les conflits entre vrais Ivoiriens et Ivoiriens d'adoption ou Ivoiriens qui ne l'étaient pas vraiment. Et donc, il y a eu le développement de ce que j'ai appelé l'idéologie de l'ivoirité par des intellectuels ivoiriens, dont certains étaient des amis que je connaissais. Là aussi, problème. Parce que j'en connaissais un certain nombre qui ont développé ça. Autrement dit, ils ont développé l'ivoirité avec cette idée qu'au fond, il fallait défendre une culture propre ivoirienne et qu'elle se basait sur une certaine autochtonie, en quelque sorte, sur une certaine... voilà. Donc il y avait quelque chose comme ça. Et donc, du coup, moi, je me souviens, certains de mes amis ils avaient formé un groupe, hein, une sorte de milieu de soutien, non pas avec Gbagbo à l'époque, c'était avec Bédier, donc ça a commencé avant Gbagbo. Et donc je me souviens, puisque je les connaissais, donc je discutais avec eux, et je leur ai dit, je sais pas, je me souviendrai toujours d'avoir discuté avec l'un d'entre eux, j'ai dit, écoute, vous allez dans le mur avec ça. Hein, moi je voulais pas jouer au prophète, mais quand même, je dis, ça va pas, hein, votre truc. Et donc, écoute, Jean-Pierre, me disait-il, petit frère, moi, on t'aime bien, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que nous, tu permets qu'on... Oui, je me souviens toujours de Niango Rambois, un de ceux-là, qui était un grand anthropologue, hein, par ailleurs, qui m'a dit, écoute, parce que leur ivoirité, c'était aussi par rapport aux Français. C'est-à-dire qu'il fallait aussi rompre avec ça. Donc il y avait un côté aussi nationaliste, au sens, la France, on a la marre. Donc, ce que je pouvais entendre, évidemment. Mais là, c'était pas seulement vis-à-vis des Français, c'était aussi par rapport aux étrangers africains. Donc, il me dit, écoute, on se connaît, il n'y a pas de problème, avec toi, il n'y a pas de problème, mais tu permets qu'on pense ce qu'on pense et que toi, voilà. Donc en gros, voilà. Donc je me serais toujours de cette discussion avec ça. Donc j'ai vu arriver, j'ai pas vu arriver les événements en tant que tels, mais j'ai vu arriver quelque chose de grave dans ce pays à travers, y compris certains intellectuels, pas tous, hein, mais quand même un certain nombre
qui ont défendu cette idéologie de l'ivoirité, identitaire en quelque sorte. Hein. Et donc, ils sont allés dans le mur et donc ils ont du mal à en sortir, parce que même encore maintenant, c'est là. Hein, voilà. Donc c'est vraiment... donc je me suis senti investi en quelque sorte d'une capacité à lire l'avenir de ce pays, parfois. Hein, donc, et là, bon, j'évoque ça parce que j'ai des liens encore avec ce pays, puisque maintenant j'y suis retourné ces dernières années. Puis j'ai un lien avec quelqu'un qui est venu me voir, donc, qui est un personnage tout à fait intéressant, qui s'appelle Jean-Claude Delafosse lui-même, et qui est le petit-fils de Maurice Delafosse. Maurice Delafosse étant en quelque sorte... Il y a deux fondateurs de la Côte d'Ivoire. Il y a d'un côté Maurice Delafosse et de l'autre Houphouët-Boigny. Maurice Delafosse, c'est lui qui était... Il n'a pas été le gouverneur, mais c'est lui qui a dessiné tout le panorama ethnique de ce pays. En temps, il était administrateur colonial, ethnographe. C'est le premier africaniste, c'est le premier grand africaniste, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, il a une femme baoulée, évidemment, dont Jean-Claude Delafosse est l'héritier, enfin, et le descendant. Voilà. Et donc, à sa manière, il fait la carte de ce pays, Jean-Claude Delafosse. Il fait la carte de ce pays, Maurice Delafosse. Et Houphouët le fonde à sa façon, en étant celui qui va être le père de la nation, comme on va l'appeler, depuis les années 30. Donc lui, ça remonte à loin, hein, les années 30, où il devient un grand planteur, il est médecin africain, mais il est aussi celui qui va créer un syndicat, le syndicat agricole africain, le PDCI, il va s'apparenter au PCF, etc. Une histoire, il a été ministre de la 4e République, ministre et de Gaulle aussi, grand français, Houphouët. Et puis il va être celui qui va pousser à l'arrivée de tous ces migrants en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Donc Jean-Claude Delafosse me contacte pour, il y a 10 ans maintenant, parce qu'il est navré de ce qui se passe dans le pays, etc. Donc il veut créer un mouvement associatif qui va appeler Trait d'Union et il veut faire un travail de mémoire sur ce pays. Il veut trouver des lieux de mémoire, etc. Donc, il vient me voir pour que je l'aide. Voilà, c'est un métis, lui. Il a été ministre d'Houphouët, il est à la retraite, il a 85 ans, 86 ans maintenant. Et donc, j'ai des liens, on se téléphone très récemment, on se tutoie, c'est un homme riche. Alors, c'est un enfant d'Houphouët, c'est-à-dire il a été ministre, il a été un des directeurs de Air Afrique, il a des plantations comme un grand haut cadre ivoirien se doit d'avoir, etc. Donc c'est un homme aisé. Lorsqu'il m'arrive de passer à Abidjan, bien sûr, je suis invité chez lui dans sa maison splendide, etc. Voilà. Mais bon, mais mais l'homme veut mourir en essayant de trouver des passerelles pour aider. Donc tout ça, c'est pour la gloire, hein, il n'est pas... Donc j'ai beaucoup d'estime pour cet homme, et puis je le trouve très intéressant parce qu'il est héritier de son grand-père, si je puis dire, Maurice, et d'Houphouët, puisque Houphouët a pris les enfants de Maurice sous sa coupe dans son lignage. Jean Delafosse, donc le père de Jean-Claude, est rentré dans le lignage. Houphouët a fabriqué son lignage, en quelque sorte, hein. Il a fabriqué son lignage et il a pris des personnes, etc. Donc il fait partie du lignage d'Houphouët. Donc tout ça est à la fois passionnant d'un point de vue, je dirais presque, il y a de l'histoire fine en quelque sorte, hein, pour un historien qui voudrait faire une histoire de cas, si vous voulez. On est vraiment sur des cas très intéressants. Hein. Jean-Claude Delafosse est un cas, et d'ailleurs j'ai déjà fait un film avec lui, enfin, où c'est moi qui l'interroge et c'est moi qui fais son hagiographie, si je puis dire. Enfin, en tout cas, je dis à quel point il m'intéresse. Vous voyez, c'est l'inverse, c'est pas lui qui c'est moi, où je dis Jean-Claude, est-ce que
vous, parce que je crois que dans le truc je ne le tutoie pas, mais est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes l'héritier de ces deux grandes figures de ce pays qui, bien sûr, aujourd'hui connaît une crise, mais qui est quand même un pays, je dirais, africain passionnant, je dirais, à tous égards. Voilà, donc j'ai encore des liens très étroits et avec lui, on se téléphone. Peut-être irai-je en Côte d'Ivoire bientôt pour l'aider à faire quelque chose là, mais voilà. Donc c'est encore une histoire qui se poursuit. Et en effet, parfois on me demande comment je vois l'avenir de ce pays. Bon, la crise n'est pas finie, hein, donc Alassane Ouattara. Je crois qu'il a été un président pas mal, mais les inégalités se sont plutôt accrues. D'abord, c'est une population qui a grandi énormément, qui a une jeunesse absolument énorme. Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 26, si vous voulez. Donc, c'est pas la même échelle. On n'est plus du tout dans la même échelle. Il y a des problèmes d'emploi, il y a des inégalités encore plus grandes qu'à l'époque que j'ai connu où pourtant il y avait des... Mais à l'époque, il y avait une ascension sociale, il y avait une mobilité sociale. Aujourd'hui, c'est très en panne. Tout ça, puis ils n'y arrivent pas. C'est un pays qui a retrouvé sa place, hein, de grand pays économique pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays riche en termes de global, si vous voulez. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est réduire les inégalités. Et puis, il y a de la corruption, évidemment, énorme, quoi. Il y en a toujours eu, mais il y en a encore énormément. D'autant plus qu'il y a plein d'acteurs maintenant. Il y a les Chinois, il y a tout le monde. Donc, si vous voulez, pour arriver à avoir un truc, hop... donc c'est un pays qui a des difficultés. Politiquement, Alassane Ouattara terminera son mandat, mais en 2026, là, quand il y aura la prochaine élection, voilà, on ne sait pas. Hein. Gbagbo veut toujours être dans la course, mais lui-même aujourd'hui est critiqué par son propre camp. Enfin, tout est compliqué là. Et on ne voit pas de gens qui percent, si vous voulez. Hein, donc c'est un pays quand même qui... Et puis il y a l'islamisme aux portes de ce pays. Parce que je me suis quand même... il y a eu des attentats en Côte d'Ivoire, hein, il y en a eu. Il y a des attentats au Burkina, au Mali. Et puis la Côte d'Ivoire est une proie intéressante pour les djihadistes. Hein. Donc ils sont implantés dans le nord. Hein. Moi j'ai eu des rapports là, qui ont été faits récemment. Donc si vous voulez, c'est un pays qui peut être déstabilisé. Hein, je veux dire, voilà. Donc, et d'ailleurs qui est surveillé de près par les Français, par probablement les Américains, etc. Parce qu'il faut surveiller de près, parce que si ce pays bascule complètement, voyez, on est là pour le coup. Donc voilà, moi je ne saurais dire autrement les choses. C'est un pays où rien n'est résolu véritablement, hein, après toutes ces années de crise. Et puis, au fond, Houphouët a occupé trop la place pendant trop longtemps. Et il a été trop celui qui... Voilà, donc, au fond, et d'ailleurs, c'était tout à fait lui, je dirais. Au fond, il est mort au pouvoir. Il est mort comme un famien, il est mort comme un roi baoulé, qu'il était par ailleurs. Donc, il fallait un roi baoulé, ça ne démissionne pas, ça meurt au pouvoir. Mais surtout, on essaye de rester celui qui reste ancestralisé à tout jamais. Il a inscrit d'ailleurs son visage dans un vitrail de la cathédrale de la basilique de Yamoussoukro. Donc au fond, c'est l'éternel Houphouët. Et donc il n'a pas de successeur possible en quelque sorte. Hein, et donc c'est presque ce qu'il souhaitait probablement, enfin je ne sais pas consciemment ou inconsciemment, mais c'était un personnage passionnant. Enfin moi je ne l'ai pas rencontré, mais c'était un personnage qui a connu tout. Hein, il a eu toutes les facettes qu'on puisse imaginer, à la fois roi baoulé, médecin africain, c'est-à-dire formé à l'école française pour être un médecin, non pas, qui ne pouvait pas exercer en France, mais qui pouvait exercer comme médecin en Afrique, planteur, donc faisant du commerce, enfin de l'économie, syndicaliste, créateur de partis, secrétaire d'État, ministre français, chef d'État, et aussi un peu prophète.
Je dirais, ayant toujours un pied dans le monde baoulé, au sens où il était bien un famien, quoi, un roi baoulé. Donc, vous savez, un ministre qui est roi baoulé en même temps, un ministre français qui est roi baoulé, il n'y en a pas énormément, hein. Donc, il y a eu un roman qui a été écrit, un récit qui a été par Patrick Grinville, qui s'appelle Le Tyran éternel, et qui est sous Houphouët, qui a été un... Je l'ai rencontré, cet écrivain, qui est d'ailleurs un écrivain qui marche bien en France, qui a écrit... Il était allé en Côte d'Ivoire, et puis il était tombé, il était allé à Yamoussoukro, etc. Il avait senti quelque chose autour d'Houphouët qui était très intéressant. Puis il y a eu aussi Naipaul, qui a écrit une nouvelle, Les crocodiles de Yamoussoukro, qui est un truc très bien aussi sur Houphouët. Donc, en effet, c'est un personnage de roman, Houphouët aussi. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi dans tout ça, c'est que dans ce parcours, en particulier en Côte d'Ivoire, c'est que il y a du romanesque. Il y en a eu certainement, moi j'en fais partie de ce roman maintenant, puisque d'une certaine façon, on se sent pris dans une histoire, dans une intrigue, si vous voulez, hein, dans des personnages. Hein, et moi-même, j'en deviens, si vous voulez, j'en suis devenu un. Je suis persuadé que probablement il y aura il y aura des gens, ah oui, Jean-Pierre Dauzon, etc., machin, voilà. Voilà, il y aura des trucs comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est pris dans une histoire qui peut se lire à partir de petites histoires, de petites anecdotes, et aussi la grande histoire. C'est ça qui est la grande histoire. C'est qu'au fond, on est là, il y a tout d'un coup c'est Houphouët, c'est Mitterrand, c'est machin. Et donc vous tracez tout d'un coup une vie, une vie franco-africaine. Parce que l'article que j'ai écrit parce que dans Frères et Sujets, j'ai proposé, au lieu de parler de France-Afrique, j'ai proposé la notion d'État franco-africain. Une sorte de concept que je me suis autorisé à créer. Et en gros, j'explique qu'on ne peut pas comprendre la Ve République, donc créée par De Gaulle, sans l'Afrique. Autrement dit, l'Afrique est régalienne. Et régalienne donc c'est l'apport de ce livre en quelque sorte que j'ai écrit. J'en ai fait un article, etc. aussi. C'est-à-dire que quand la Ve République se crée, on crée en même temps un monde franco-africain qui existait avant. Il y avait une histoire coloniale, etc. Mais c'est autre chose qui se met en place. C'est autre chose qui se met en place. Et quoi ? C'était régalien. Pourquoi ? Parce que la France se voulait indépendante des Russes et des États-Unis. Pour la rendre indépendante, il fallait l'Afrique. Elle avait à la fois, elle redevenait une puissance en quelque sorte, hein, qui comptait, hein, une puissance, elle qui avait été si faible avant, je veux dire, bon, la défaite de 40, hein, même pas rien, etc. Donc la France redevient une grande puissance entre les États-Unis et la Soviétique, avec l'Afrique. Donc elle y trouve son uranium pour son nucléaire, elle y trouve son pétrole, une bonne part de son pétrole, pas tout son pétrole, mais une bonne part c'est au Gabon, et elle y trouve des gens qui votent comme elle aux Nations Unies. Donc 15 pays qui votent avec la France. C'est fort. Donc si vous voulez, et ça a été le ministère de la Coopération, si vous voulez, ça a quand même été un truc, quand... c'était très drôle. Jean-Pierre Cot, je sais pas, vous voyez, c'était le premier ministre de Mitterrand de la coopération. C'était un homme important au Parti socialiste, Jean-Pierre Cot à l'époque. Lui-même, il était le fils d'un ministre important avant. Mais c'était un type tiers-mondiste, Jean-Pierre Cot, donc très à gauche, tiers-mondiste. Donc il est à peine membre, enfin il est à peine ministre du ministère de la Coopération que il fait un grand discours et il dit c'est fini le précaré africain, la France a un grand projet pour le développement des pays du tiers-monde. Donc l'Amérique latine. Donc voilà, donc Houphouët, Bongo, tout ce petit monde. Et là j'ai eu des preuves, téléphone à Mitterrand. Écoutez, c'est pas...
D'abord, Mitterrand, il se connaissait, Houphouët et Mitterrand, ils se connaissaient depuis les années 50. Donc, tu retires ce type-là, ça va pas. Et en effet, Mitterrand n'a pas eu d'autre choix. Et pourtant, c'était un personnage qui comptait à l'époque. C'était pas voilà. Donc Jean-Pierre Code viré. Viré par qui? Par les chefs d'État africains qui comptaient, c'est-à-dire à l'époque, c'était surtout Houphouët et Bongo au Gabon, parce qu'il y avait Elf qui était total. Voilà. Donc c'est des choses que... Voilà, donc, vous voyez, c'est des choses que je dis là, l'anthropologue que je suis, l'ethnologue qui fait du terrain, machin truc. Voilà. Et à un moment donné, je me suis autorisé à écrire et aussi à dire, parce que d'une part, j'ai eu accès à ces informations, d'une part, ça m'a intéressé aussi comme affaire, mais qui n'était pas des petites affaires, qui est des scandales et des choses comme ça. Oui, bien sûr, mais ce qui m'a intéressé, c'est que c'est la République. Et c'est pas étonnant, c'est au moment des fameuses funérailles d'Houphouët, il y avait tout le monde. Il y avait de Rocard, Chirac, Mitterrand. C'était la cohabitation à l'époque. Il y avait les 2 avions sont partis. 2 avions, parce qu'au cas où l'un tomberait, l'autre devrait être... J'espère que les 2 ne tombent pas. Donc il y avait Balladur dans un et Mitterrand dans l'autre. Toute la Ve République était... Eh bien oui, ils allaient à l'enterrement de qui? Ils allaient à l'enterrement d'un grand membre de l'État franco-africain, d'une figure éminente. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, tout ça m'a passionné au point que je trouve que tout ça mériterait encore plus de choses. Voilà. J'ai écrit là-dessus, mais tout ça mériterait un regard encore plus aigu, qui peut-être nécessiterait un recul encore plus grand sur tout ça. Voilà, donc j'écris, j'ai des idées, j'en parle, mais je trouve que peut-être quelqu'un d'autre, évidemment, qui donnerait à ça sa dimension à la fois passionnante et critique, évidemment, de ces 2 choses en même temps. Autrement dit, ce que je dis, on ne peut pas comprendre la France contemporaine sans l'Afrique. Voilà, donc c'est tout simple. Alors du coup, sans, au fond, notre présence, et voilà, sans... on ne peut pas... et l'immigration, c'est une autre affaire, c'est une autre affaire. Voilà, donc ce que je peux dire, mais peut-être j'ai d'autres choses à boucler. Mais peut-être, en effet, il y a encore Vérité et mensonge. Ah non, il y a Afrique en présence. Oui,